Donc Michel, comme il est un peu de coutume dans nos interviews, nous remontons assez loin dans le passé des camarades de l'UCR. Et j'aimerais que tu nous parles, parce que toi tu as eu en plus des aventures, si on peut appeler ça comme ça, assez singulières. Raconte-nous un peu ton enfance, très loin de la France. Je suis quelqu'un qui est né au Maroc, d'un père et d'une mère qui, à l'âge de 20 ans, ont pris la décision d'aller vivre au Maroc. Et je suis la quatrième et la petite dernière de cette famille qui a vécu plus de 30 ans là-bas. Alors qu'est-ce que vous y avez trouvé là-bas ? Eh bien, là-bas, j'y ai trouvé, au fil des temps, puisque je suis restée que jusqu'à mon adolescence, j'ai trouvé des hommes et des femmes humains, solidaires, et qui m'ont peut-être donné cette fibre qui est en moi, c'est-à-dire œuvrer pour la solidarité, l'amitié entre les peuples et la paix. Et tu avais des parents relativement engagés. Alors mes parents étaient engagés, en particulier mon père qui à l'âge de 20 ans donc est arrivé au Maroc, qui a fait la connaissance du peuple marocain et des Berbères en particulier dans le sud du Maroc, puisqu'il était postier, qu'il est arrivé télégraphiste à Marrakech. Il a fait son service militaire et il a fait une bonne partie de sa carrière jusqu'au moment où les événements de 52 ont décidé autrement et il est parti, donc il a quitté le Maroc dans des circonstances très particulières. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour lui et pour votre famille en 52 ? Alors tout d'abord, avant 52, mon père, qui était un militant cégétiste et communiste, a été arrêté pendant la guerre et il a été interné à Boudnib, à la frontière donc algéro-marocaine. Et il a été arrêté bien sûr par le gouvernement français qui à l'époque, vous savez bien que le Maroc était un protectorat. Et ensuite donc en 52, deuxième sanction, attaque contre les libertés, puisqu'il a été un beau soir arrêté à son bureau de poste à Casablanca, où il était au centre de tri. Il a été arrêté à 8h du soir et expulsé du Maroc pour raison d'appel à l'indépendance, donc subversion bien sûr, et il a été traité d'assassin, puisque à cette époque-là, dans la presse, le lendemain matin, c'est comme ça que j'ai appris que mon père était parti. Tu as lu dans la presse donc que ton père était un assassin. Exact, et j'avais 9 ans. Alors qu'il n'y avait aucun premier élément de quoi que ce soit qui pouvait justifier une telle accusation. Dans la presse en plus. Je dirais que l'accusation, c'était qu'il était un fervent partisan de l'indépendance du Maroc et qu'avec ses amis marocains et aux côtés d'autres démocrates français et progressistes, il luttait pour l'indépendance du Maroc. Son seul crime, c'était celui-là. C'était considéré comme un crime. C'était considéré à l'époque comme un crime. Ça pourrait de nouveau nous arriver dans des contrées. Absolument, et je dois dire que la situation que nous vivons aujourd'hui dans notre pays me rappelle parfois fortement ce que j'en ai de souvenirs dans mon enfance. D'autant plus que malheureusement c'était déjà un gouvernement socialiste et qu'aujourd'hui j'ai l'impression que je rajeunis de beaucoup d'années. Et je suis très peinée. C'est inquiétant ce que tu nous dis là. Absolument. Et j'en suis consciente. Alors on reviendra peut-être sur la situation actuelle en France, mais c'est vrai qu'il y a une mobilisation qui est en train de naître contre à la fois l'état d'urgence, les menaces d'échéance nationale, la condamnation des salariés de l'UDIEUR, enfin bref. Il y a une situation qui effectivement est assez inquiétante. Mais revenons un petit peu alors. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans votre famille une fois que le père est parti
affligé de cette condamnation infamante, comment vous réagissez? J'ai que 9 ans. Ouais. Une mère qui ne travaille pas, donc plus de revenus dans la famille. Un frère au service militaire qui lui l'apprend bien sûr non seulement par la presse, mais il est convoqué auprès du Pitaine qui lui fait part donc de l'expulsion de notre père. Et mon frère demande de pouvoir regagner rapidement la maison familiale parce qu'il se sent responsable de la famille. Et le Pitaine dit une chose qui me paraît importante, et comme quoi dans l'armée française il y a parfois des êtres humains. Il lui dit: Monsieur Dupuis, si vous n'avez pas l'autorisation de partir en perme, personne ne pourra partir en perme, je refuserai la perme à tout le monde. Et 2 heures après, il convoquait mon frère et il lui disait: allez rejoindre votre mère et vos sœurs. Puisque, voilà. Alors, j'imagine que ça vous a quand même effrayé, cette situation. Alors moi, je dois dire que le souvenir que j'en ai, j'étais pas consciente des conséquences que ça allait apporter à la famille. C'est après que j'ai mesuré, parce que quand même, je n'ai revu mon père que 6 ans après. Puisque quand il a été expulsé, il a été en même temps mis sur la touche à la poste. Il a été réintégré à la poste qu'en 58. Donc pendant 6 ans, je n'ai revu mon père qu'une fois, grâce à ma sœur et à mon frère qui nous ont payé le voyage. Et ce qui s'est passé, ce qui vous est arrivé, ne t'a pas dissuadé de t'engager à ton tour? Je dirais que ça m'a encore plus motivée pour, disons, me battre contre l'injustice et pour la solidarité entre les hommes. Et c'est ce qui a fait mon fil conducteur jusqu'à aujourd'hui. Alors, raconte-nous un petit peu, te concernant, quel a été ton parcours? Alors mon parcours, donc je l'ai dit, jusqu'en 58, donc j'ai vécu une enfance, je dirais pas malheureuse, mais disons dans une famille où il n'y a pas de revenus. Je n'ai vécu que grâce au fait que donc mon frère a été ensuite réformé et donc il a pu reprendre son poste à la poste, puisque vous allez voir que c'est une famille de postiers, papa postier, maman avait eu fait pendant qu'il était interné quelques vacations à la poste, un frère postier, une sœur postière et un beau-frère postier, donc vous voyez, il n'y a que moi qui ne suis pas postière. Donc grâce à eux j'ai pu vivre, mais j'ai pu également vivre grâce à la solidarité du Secours populaire marocain, puisque le Secours populaire français avait une branche au Maroc qui sévissait et qui aidait les familles les plus défavorisées, et ainsi que tous les commerçants marocains qui habitaient autour de la maison. Et ils nous ont aidés, et je dirais même que j'ai passé des Noëls comme tout enfant français vivant au Maroc, grâce au fait que le boucher, le poissonnier, le marchand de légumes, à l'occasion de Noël, remettait à maman des denrées alimentaires qui nous permettaient ainsi de pouvoir faire notre Noël. Et moi, c'est gravé dans la tête. Je revois même les commerçants en question qui venaient nous apporter ça. Comme au moment du Ramadan, je n'ai pas fait un soir de Ramadan pendant les 5 ans sans aller manger la khaira avec mes amis marocains dans la cave de la maison, puisqu'on dit j'étais dans un immeuble et j'allais manger la soupe en rentrant de l'école. Donc vous voyez, je suis viscéralement très
très solidaire du peuple arabe, comme on dit. J'imagine que tu es très sensible au problème des migrants. Je suis très sensible au problème des migrants, je suis très sensible au peuple palestinien qui subit des choses incroyables, et c'est pour ça que je m'y suis rendue il y a 2 ans et je me suis retrouvée dans des situations que nous, Français, nous avions imposées au peuple marocain à l'époque. Tu ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on n'a pas à se repentir ou on n'a pas à s'excuser de ce que nous avons imposé à tous ces peuples. Ah si, alors là c'est même une chose sur laquelle je me bats férocement. Parce que je pense que, et même aujourd'hui, l'attitude qu'on a vis-à-vis des contrôles que nous avons dans les rues ou dans les gares et tout ça, je veux bien qu'ils vigipiratent, mais c'est pas parce que tu es basané que tu es un criminel, hein, et c'est pas parce que tu parles une autre langue que la nôtre que tu es un bon à rien. Donc oui, effectivement, ça me hérisse le poil quand je vois des contrôles partout et au faciès. Ça oui, ça me rappelle mon enfance. Et des images de 9 ans ou 10 ans, c'est des images qui restent. Et en vieillissant, elles reviennent même très souvent. Alors, revenons un peu à ton parcours professionnel. Alors mon parcours professionnel, donc je suis arrivée à Chalon-sur-Marne à l'époque, puisque papa a été réintégré à Chalon-sur-Marne, où j'ai fait des études comme tout enfant de 15 ans qui est dans sa scolarité, et j'ai fait des études à l'époque de comptabilité. J'ai passé donc mon CAP et mon BEP de comptabilité, donc à l'origine je suis comptable. J'ai ensuite travaillé, et à l'époque on avait la chance de pouvoir changer tous les 4 matins d'employeur, donc ça m'a permis de toucher à des métiers très différents, du moins des entreprises très différentes, du papier carton à la santé, à l'aérospatiale, voilà, enfin très divers. Et le premier acte que j'ai fait avec ma première paye, c'est de me syndiquer et d'adhérer au Parti communiste. C'est le premier acte que j'ai fait. Je me suis engagée d'abord moins dans le syndicalisme, mais plus dans la jeunesse, et j'ai été donc responsable de la jeunesse communiste sur l'ancienne Seine-et-Oise, puisque j'étais responsable à l'époque de l'Union des jeunes filles de France de Seine-et-Oise. Rapidement, je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants. Je suis rentrée dans la vie professionnelle, et là, je me suis investie dans le syndicalisme, parce que pour moi, c'était le meilleur moyen d'être au contact avec les gens et de mettre en application ce que mon père et ma mère m'avaient insufflé, c'est-à-dire l'amitié, la solidarité, l'entraide, la défense contre le patronat, lutter contre les injustices, enfin ce qui fait la vie d'un militant syndical, quoi. Il y a des choses qui t'ont particulièrement marqué dans ce parcours syndical, pour le coup, dans cette vie syndicale? Oui, c'est la rencontre avec les autres et avec des gens qui étaient beaucoup plus instruits que moi, beaucoup plus cultivés, qui m'ont donné donc le goût de m'intéresser aux autres, mais aux autres dans le sens large du mot, c'est-à-dire sur des valeurs de partage, mais aussi de connaissances, de culture, voilà, tout cela. Et donc j'ai rencontré des hommes et des femmes vraiment qui m'ont ouvert les yeux sur un tas de choses et qui m'ont permis des fois de revoir mes jugements et de pouvoir analyser autrement la situation dans laquelle nous nous trouvions. La vie syndicale, donc pour toi, ce n'est pas seulement des réunions, des revendications, des journées de grève, c'est bien plus... Ah, c'est beaucoup plus large pour moi. C'est vraiment une grande famille. Une grande famille où on rencontre des hommes et des femmes avec leurs défauts, leurs qualités, mais toujours avec un apport, me semble-t-il, qu'ils soient français, étrangers, puisque mon parcours militant, autre que le syndicalisme, m'a amené à aller en Amérique latine, me battre pour
le peuple salvadorien, comme le peuple cubain, comme les Chiliens. Et donc, j'ai parcouru quasiment toute l'Amérique latine sur mes jours de congé pour faire la connaissance et la solidarité avec eux. Ah oui, donc ton engagement t'a mené... Oui, très loin, bien loin, puisque j'ai été même secrétaire général de France-Amérique latine pendant 4 ans. Et à la retraite, tu n'as pas décidé de t'arrêter, de te reposer? Non. À la retraite, donc avant la retraite, j'ai travaillé donc dans différents endroits, dans différents départements, puisque j'ai travaillé en Lozère, j'ai travaillé dans toute la région parisienne, ce qui m'a montré que le monde du travail, avec quelques différences, était quand même le même, que le patronat il était le même, et que ma conviction de me battre était encore plus grande. Donc à la retraite, tout naturellement, je travaillais à l'époque au Journal d'Humanité, et tout naturellement à la retraite, j'ai décidé de quitter la région parisienne, parce que je trouvais qu'il y avait trop de mouvements, trop de choses, j'avais besoin d'évasion, d'autres choses. J'avais connu la province et disons que ça m'intéressait. Vivre à Paris, oui, vivre en banlieue, non. Donc je suis partie dans le Vaucluse et je ne connaissais personne dans le Vaucluse. Et mon premier souci a été pour connaître du monde, il n'y a que l'organisation syndicale qui a une capacité de me faire connaître du monde. Donc 15 jours après mon arrivée à Avignon, je frappais à l'union départementale et je disais aux copains, voilà, j'arrive, je veux bien donner de mon temps, si vous avez besoin de moi, pas de problème, je suis à votre disposition. Donc on m'a dit, est-ce que tu connais Loisirs Solidarité des retraités? Je leur ai dit non. Je connais vaguement l'Union confédérale des retraités parce que j'ai un père qui y milite et un frère qui y milite. Et ils m'ont dit, eh bien, nous pensons que l'USR du Vaucluse m'a dit, Michel, peux-tu t'occuper de LSR dans le Vaucluse? Et c'est là que j'ai mis les pieds dans cette grande organisation. Et là, tu y as trouvé quoi? Eh bien, j'y ai trouvé la possibilité de mettre en application ce que moi j'avais dans la tête concernant la solidarité. C'est-à-dire d'être au plus près des gens, et c'est, disons, une chose qui me paraît très importante. C'est ce à quoi je me chamaille un peu avec mes camarades de l'USR, qui restent encore trop corporatistes et pas assez auprès des gens dans la vie quotidienne de ceux-ci. Et en particulier pour ces personnes à faible ressources, à faible pension, en particulier les femmes, puisque quand même on a près de 75%, ce sont des femmes qui sont à LSR, des veuves, beaucoup, et donc ce sont des choses où je peux apporter, disons, ma connaissance, ma soif, mes connaissances culturelles, et à travers LSR, développer la culture, développer la connaissance de l'autre, visiter le patrimoine national, industriel et culturel. Ce sont des valeurs qui sont, me semble-t-il, importantes et que nombre de gens devraient pouvoir bénéficier et pouvoir participer.